Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres. Des manifestants maliens réunis à Bamako vendredi 10 janvier pour exiger le départ des forces étrangères, en particulier la force française Barkhane. 550 millions de dollars, le résultat enregistré en 2019 par les banques d'investissement, soit une hausse de 3,1%. Analyse à suivre dans ce journal. Et du sport également avec la Fédération togolaise de tennis qui met de plus en plus l'accent sur la découverte de jeunes talents. Mais d'abord, cette rencontre à Djibouti jeudi 9 janvier entre le président djiboutien Ismaël Omar Guelleh et Wang Yi, le ministre chinois des Affaires étrangères. Les deux pays ont réitéré leur volonté d'accentuer leur niveau de coopération bilatérale. La Chine, un acteur incontournable dans le pays d'Afrique de l'Est, dans de nombreux domaines de l'économie, mais une présence qui pèse aussi, puisque Djibouti se trouve être l'un des 3 pays africains dont la Chine est le principal créditeur. Elle y détient près de 70% de la dette extérieure. Ils étaient 1 millier selon la police ou plusieurs milliers selon les organisateurs de la manifestation de vendredi dans la capitale Bamako pour exiger le retrait des forces françaises présentes sur le territoire malien, une force de 4500 soldats qui, comme celle de l'ONU, entre autres, ne parvient pas à mettre fin aux attaques depuis les premières violences qui ont éclaté en 2012 dans le nord du pays. Reportage de notre correspondant au Mali, Mokhtar Bari. La place de l'indépendance de Bamako était le lieu de rassemblement des associations de la société civile, partis politiques de la majorité comme de l'opposition, à la marche dénonçant la présence des forces françaises. Cette manifestation se tient à quelques jours du 7e anniversaire de l'intervention française, mais aussi du sommet des chefs d'État à Pau. Donc le bilan est désastreux, le bilan n'est pas bon du tout. Donc maintenant il faut changer. Quand vous êtes venu aider à quelqu'un, si vous n'avez pas pu, il faut te retirer. Nos militaires morts jour en jour, des dizaines et des centaines, nous on ne veut plus de ça. Aucun pays ne peut progresser sans l'aide de son propre aile. Seul l'oiseau vole de son propre aile. On est là pour toute l'Afrique, pas pour le Mali seulement. Parce que ce qui se passe ici au Mali, ça doit être faire mal à tout le peuple africain. Qualifiés par certains chefs d'État d'ennemis de leur pays, les organisateurs de ces manifestations réaffirment leur position qui ne sont pas contre les Français, mais simplement contre la politique que mène la France dans leur pays. La France est investie au Mali pour 2 grands objectifs principaux, à savoir la lutte contre le terrorisme et le soutien à l'État malien pour recouvrir l'intégrité de son territoire national. Et nous constatons que 7 ans après, cela reste toujours un rêve et cela reste toujours un discours vain et le peuple malien ne peut plus continuer à subir cette escroquerie diplomatique. Après cette manifestation, cap sur Pau, ville du sud du Burkina Faso le 13 janvier 2020, différente de Pau en France, où des leaders tiendront le même jour un contre-sommet des peuples du G5 Sahel sur la présence française, mais aussi sur la nouvelle monnaie ECO. Le mouvement de contestation se poursuit en Guinée où le FNDC, plateforme qui regroupe l'essentiel de l'opposition et de la société civile, appelle à une mobilisation massive à partir de lundi. Une nouvelle manifestation quelques semaines après l'annonce par le chef de l'État Alpha Condé de son intention de changer la Constitution. Ses opposants l'accusent d'agir ainsi pour pouvoir briguer un 3e mandat présidentiel en 2020. L'éventualité de ce nouveau mandat mobilise donc des milliers de Guinéens toutes les semaines depuis 2 mois. Mais la contestation est aussi durement réprimée, et ce à plusieurs reprises. Elle a causé la mort d'au moins 20 civils. Pour la 4e fois, en 3 mois, l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan n'ont pas pu se mettre d'accord. Nouvel échec des négociations concernant le barrage de la Renaissance. Les pourparlers vont d'ailleurs se poursuivre dans les prochains jours à Washington. Corinne Kamsefem. L'Égypte perd espoir de voir une véritable entente s'établir avec l'Éthiopie au sujet du remplissage du grand barrage de la Renaissance sur le fleuve du Nil. À l'issue d'une réunion qui s'est tenue les 8 et 9 janvier 2020 à Addis Abeba en Éthiopie, entre les différents protagonistes de cette crise dont le Soudan, les conclusions de part et d'autre ont montré une divergence de vues
qui pourrait bloquer le processus de négociation. L'Éthiopie a démontré dans ses positions et propositions techniques lors des réunions ministérielles son intention de remplir le réservoir du barrage de la Renaissance sans condition et sans se soumettre aux règles qui offrent de réelles garanties au pays en aval et les protègent contre les dommages potentiels au processus de remplissage. Le principal obstacle à un accord concerne justement le remplissage du réservoir du barrage qui peut contenir 74 milliards de mètres cubes d'eau. L'Égypte craint qu'un remplissage trop rapide ne provoque une importante baisse du débit et propose une période de mise en eau pouvant aller de 12 à 21 ans. Proposition inacceptable pour la partie éthiopienne. L'Éthiopie a connu une croissance économique à 2 chiffres quasiment ces 10 dernières années. Mais le paradoxe est que l'Éthiopie est dans une dynamique démographique très importante. Elle a besoin du Nil pour pouvoir continuer à financer son cheptel de bétail, qui est le plus important de l'Afrique. Et elle est en train de rechercher une véritable autonomie énergétique. Au vu de la production énergétique de l'Éthiopie est estimée à 45 000 mégawatts. Ouais, donc autant d'enjeux pour l'Éthiopie. Cette 4e rencontre clôture une série de pourparlers en œuvre depuis novembre 2019. Les 3 pays devraient trouver un accord final lors d'une réunion à Washington les 13 et 14 janvier 2020. En cas de non-accord, les pays en crise devront recourir officiellement à un médiateur pour gérer cette discorde et éviter ainsi toute escalade. 422 affaires liées à des infractions à la législation et à la réglementation de change et des mouvements de capitaux enregistrés en Algérie entre janvier 2019 et le mois d'août de la même année. Le montant en lien avec ces infractions de change détectées représente, selon la Direction générale des douanes, plus de 8 milliards de dinars avec des amendes de l'ordre de 31 milliards de dinars. Au terme de l'année 2019, les revenus des banques d'investissement d'Afrique subsaharienne se sont chiffrés à plus de 550 millions de dollars, soit une hausse de 3,1% par rapport à 2018, une performance qui tend à indiquer un regain de dynamisme. Les précisions d'Aïssatou Bari. En Afrique subsaharienne, les banques d'investissement ont généré 555,6 millions de dollars de revenus en 2019. Cette performance est en hausse de 3,1% par rapport à 2018. L'activité de fusion-acquisition a particulièrement été dynamique au cours de l'année de référence avec des annonces de transactions valorisées à un niveau record de 79,6 milliards de dollars. Il y a eu un vrai boom, notamment des opérations de fusion-acquisition qui ont augmenté de manière significative et qui ont permis que les banques d'investissement qui accompagnent ces opérations puissent naturellement générer plus de frais. Les arrangements sous les prêts syndiqués ont apporté 246,8 millions de dollars de commissions, tandis que les transactions boursières et obligataires n'ont généré respectivement que 28,9 millions de dollars et 74,2 millions de dollars. Des opérations de prêts par syndication qui ont été multipliées quand même vers le 2e semestre, aussi bien par les États que par les entreprises, et sur lesquelles les banques d'investissement, qui sont soit des conseils, soit des arrangeuses, tirent souvent des commissions assez intéressantes. Il faut souligner que les revenus d'assistance générés par les banques d'investissement sur les opérations fusion-acquisition impliquant l'Afrique subsaharienne achevées en 2019 ont atteint 205,4 millions de dollars, un record depuis les 8 dernières années. Et focus à présent sur la Fédération togolaise de tennis qui met de plus en plus l'accent sur la découverte de jeunes talents sur le terrain, sur ces terrains. Actuellement, on retrouve les jeunes Valentine Palaki et Isaac Padio, dont le talent a été très remarqué au dernier championnat de tennis du continent. Reportage de notre correspondante Aimé Fakofi. Isaac Padio, 16 ans. Valentine Palaki, 14 ans. 2 pépites du tennis togolais qui font la fierté du pays. Des révélations qui se sont illustrées au championnat de tennis d'Afrique de l'Ouest et centrale qui a lieu à Lomé. Le tennis, c'est mon sport favori. C'est une passion pour moi et j'aimerais dans le futur pouvoir être la future Serena Williams.
Isaac Padio, désormais surnommé le roi du tennis chez les 16 ans et moins, a joué ses premières balles de tennis en 2009. En finale simple face à l'Ivoirien Frankie Hoyman, il gagne en 2-7, 6-4, 6-2. Victoire également du jeune Togolais quand il s'agit des compétitions par pays, notamment face au Burkina Faso. Je compte encore y aller au maximum à chaque match que je fais jouer. Je compte aussi beaucoup sur mes coéquipiers. Et aussi, je peux dire que je compte beaucoup travailler mon service et mon déplacement sur le court. Le championnat de tennis d'Afrique de l'Ouest et centrale, auquel prennent part plus de 80 athlètes, vise à détecter les meilleurs joueurs et équipes devant participer au prochain championnat africain des jeunes de 2020. Tout champion du continent est une pépite et donc Isaac Padio et Valentine ont un bon niveau pour attirer l'attention de la Fédération internationale de tennis et trouver les moyens pour les aider, les accompagner dans leurs projets sportifs. Le tennis togolais enregistre depuis quelques années une performance internationale grâce à ces pépites qui ont besoin d'un meilleur accompagnement financier de l'État togolais afin de se hisser au rang des grands joueurs de tennis sur le continent et dans le monde. Et on termine par ces images de la designer originaire du Nigeria, Lani Adeoye, à la tête du studio Lani, une société qui intègre des designs traditionnels dans des meubles fonctionnels d'intérieur et d'extérieur. Lani Adeoye, inspirée notamment par le tambour parlant d'Afrique de l'Ouest. Ses productions se vendent actuellement jusqu'à $3 000. Elle expose par ailleurs au Nigeria et en Europe. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.